Les récits d'une bête appelée le fantôme rouge, qui aurait ravagé le territoire de l'Arizona dans les années 1880, semblent aujourd'hui tirés par les cheveux. Mais la vérité dans cette histoire est que ce prétendu fantôme était en réalité un chameau. Mais comment cet animal si exotique avait-il pu atteindre la frontière américaine ? Tout commence en 1846 lorsqu'un certain Edward Fitzgerald Beale, officier de l'US Navy, en pleine expédition dans le désert, commence à réfléchir à un moyen de transport plus performant afin de se déplacer avec un maximum d'efficacité. Un moyen de transport plus résistant que les chevaux et plus solide que les mules. Selon le lieutenant Beale, étant donné la nature des terrains à parcourir, le choix du chameau lui semblait une évidence et il transmit son idée au secrétaire à la guerre Jefferson Davis. En 1851, Davis proposa au Sénat l'utilisation de chameaux au sein de l'armée américaine et pour ce faire, d'en acquérir plusieurs dizaines accompagnés de chameliers arabes. Davis justifia sa proposition par le fait que ces animaux étaient déjà utilisés par les Anglais dans les Indes orientales pour transporter du matériel militaire et que les chameaux avaient également été utilisés par Napoléon lors de ses campagnes égyptiennes. Les chameaux, selon lui, pouvaient transporter armes et munitions avec une grande facilité et faire tout ce qu'ils étaient capables de faire en Orient, où ils avaient l'habitude de manger n'importe quelle végétation et de boire les eaux les plus saumâtres. En résumé, ces animaux, selon lui, résoudraient les problèmes de transport jusqu'à la construction du chemin de fer du Pacifique. Les chameaux, ajouta Davis, permettraient également de poursuivre et de traquer les bandes d'Indiens en se déplaçant à une vitesse de 15 à 25 km à l'heure, le tout sans boire d'eau et sans se reposer pendant plus de 150 km, ce qui était parfaitement impossible pour la cavalerie. La partie était gagnée et considérant désormais les chameaux comme essentiels à l'expansion de l'Amérique vers l'ouest, on alloua $30,000 pour l'achat de chameaux destinés à des fins militaires. L'armée américaine se rendit notamment au Caire en Égypte et acheta 75 chameaux et en 1855 naquit le US Camel Military Corps. Arrivés sur le sol américain, les animaux furent emmenés à Camp Verde en Arizona en compagnie de leurs chameliers, dont un certain Hadji Ali, surnommé plus tard Hadji Ali, qui fut rapidement élevé au rang de chamelier en chef. La présence de ces animaux inconnus de la population ne passa bien sûr pas inaperçue. Dès 1856, plusieurs expéditions furent organisées avec grand succès pour rechercher de nouvelles routes le long de la frontière mexicaine et en 1857, les chameaux participèrent désormais à toutes les missions d'exploration dans les régions désertiques du Far West. Leurs exploits dépassèrent toutes les attentes. Ils étaient plus rapides que les mules, plus résistants que les chevaux, supportaient le triple du chargement, s'alimentaient avec pratiquement n'importe quoi et buvaient de l'eau putride qui aurait tué tout autre animal. Leur taille leur permettait en outre de franchir des cours d'eau plus profonds et l'on s'aperçut qu'ils étaient pratiquement insensibles aux morsures de serpents. De plus, alors que les caravanes et diligences étaient régulièrement la proie des Comanches, aucune expédition avec des chameaux ne furent attaquées par les Indiens. En réalité, ces animaux aux qualités insoupçonnées contribuèrent à tracer le parcours de la légendaire route 66 dans les contrées les plus sauvages de l'Ouest américain. Cela étant, et malgré leur remarquable performance, les chameaux furent victimes de leur mauvais caractère, mordaient tout ce qui passait à leur portée et leur comportement terrorisait le bétail et les chevaux. Leur odeur nauséabonde était telle que certaines villes leur interdirent l'accès et d'autres, comme Virginia City, en autorisèrent le passage uniquement entre minuit et l'aube. Alors que les chameaux semblaient avoir fait tout ce qu'on attendait d'eux, le gouvernement américain refusa d'en acheter davantage. En effet, le puissant lobby des marchands de chevaux et de mules s'opposa fortement au développement des troupeaux de chameaux américains qu'ils considéraient comme préjudiciables à leurs intérêts.
En fin de compte, cette aventure si particulière prit fin lors de la guerre de sécession et le US Camel Corps fut finalement dissous. Certains animaux furent vendus pour se retrouver notamment dans des cirques où leur étrange apparence attirait des foules de curieux, tandis que d'autres furent lâchés dans la nature ou tout simplement abattus. Certains ont toutefois survécu pour errer dans les régions désertiques. Hy Jolly, le chef des chameliers, devint citoyen américain en 1880 et se lança dans le transport de marchandises. Il mourut en 1902 et fut enterré à Quartzsite, en Arizona. En 1935, le gouvernement de l'Arizona, Benjamin Meur, dédia un monument au célèbre chamelier, désormais seul souvenir des fameux chameaux utilisés par l'armée des États-Unis. L'édifice situé sur sa tombe est une pyramide surmontée d'un chameau en cuivre et reste encore à ce jour le monument funéraire le plus visité de l'Ouest américain. D'autres chameaux devenus sauvages firent l'objet de mystérieuses légendes, dont celui du fantôme rouge qui fut abattu en 1893 avec le squelette d'un mystérieux cavalier sans tête accroché à sa selle. En 1934, le journal Oakland Tribune annonça la mort du dernier chameau américain, mais les récits d'observation de chameaux se sont poursuivis jusqu'en 1941. Parmi les fameuses fusillades du Far West, aucune n'est plus célèbre que celle d'Oquet Corral en 1881. Au cinéma, on décrit généralement cette scène par une longue et interminable explosion de violence. Mais en réalité, l'incident n'a duré qu'à peine 30 secondes. Une violence aussi considérable peut effectivement survenir en très peu de temps, et c'est précisément ce qui s'est produit ici. Il est 3 heures de l'après-midi quand le 26 octobre éclate une fusillade qui entrera dans l'histoire de l'Ouest américain. Celle-ci se passe à Tombstone, en Arizona. D'un côté, des représentants de l'ordre, les frères Earp, Virgil, Morgan et Wyatt, et l'as de la gâchette Doc Holliday. Face à eux, plusieurs cow-boys voleurs de bétail qui font la loi dans la ville. Billy Claiborne, Ike et Billy Clanton, Tom et Frank McClory et très probablement Wes Fuller. En à peine 30 secondes, plusieurs dizaines de balles seront tirées, tuant 3 bandits, Billy Clanton et les 2 frères McClory. Ajoutez à cela 3 blessés légers du côté des frères Earp. Pour certains, il ne s'agit que d'un duel parmi tant d'autres à l'époque de l'âge d'or du Far West. Mais pour d'autres, il s'agit d'une exécution de sang-froid d'hommes désarmés. Ce qui est sûr, c'est que ces quelques secondes poursuivirent Wyatt Earp jusqu'à la fin de sa vie. 30 petites secondes qui furent suffisantes pour bâtir une des plus grandes légendes de l'ancien Far West. Difficile de croire que le film de science-fiction Cowboy et Envahisseur, sorti en 2011 avec Daniel Craig et Harrison Ford, ait été inspiré de faits réels. Et pourtant, une autre affaire Roswell eut bel et bien lieu 50 ans auparavant, à l'époque de l'ancien Far West. Tout commence le 6 novembre 1896. Ce jour-là, de nombreux témoins affirment avoir observé un énorme objet volant qui survolait la Californie en différents endroits. On aurait vu cet ovni au-dessus de Sacramento, de San Francisco et d'Oakland. La presse s'empare de l'histoire et dans les jours et les semaines qui suivent, on continue de voir ces vaisseaux aériens un peu partout. En réalité, il s'agira d'une véritable invasion aérienne et tout cela plusieurs années avant l'invention de l'avion. On recensa tellement de témoignages qu'il fut rapidement possible de réaliser un portrait robot de ces ovnis américains. Ils sont énormes, plusieurs dizaines de mètres de long et ont le plus souvent une forme de cigare. Leur apparence est métallique et sont munis de projecteurs de différentes couleurs qui balayent le ciel ou sont braqués en direction du sol. Les journalistes vont les baptiser dirigeables. Le problème, c'est que le premier dirigeable n'est apparu aux États-Unis qu'en 1904 avec un appareil appelé
Aerial Target, inventé par Thomas Scott Baldwin. En fait, plutôt que d'attribuer ces étranges vaisseaux à une origine extraterrestre, beaucoup pensaient qu'ils avaient été créés par un inventeur de génie et on pensa rapidement à Thomas Edison. La rumeur fut telle que ce dernier a dû faire une déclaration publique niant toute implication. Pendant près d'un an, entre 1896 et 1897, on observe ces appareils partout dans le ciel américain. En réalité, il s'agira tout simplement de la première véritable vague d'ovnis documentée. Celle-ci devint de plus en plus spectaculaire et certains appareils commencèrent à se poser sur le sol. Des témoins vont cette fois voir les occupants et même discuter avec eux. Ceux-ci seront souvent décrits comme étant de petite taille, d'un aspect fort étrange et s'exprimant tantôt en anglais, tantôt de manière incompréhensible. Enfin, cette vague d'ovnis connut son apogée avec le crash d'un de ces engins volants dans une petite ville du Texas. Voici ce que raconte l'article du Dallas Morning News au sujet des faits. Vers 6 heures ce matin, les habitants d'Aurora furent stupéfaits par l'apparition soudaine d'un dirigeable fantôme qui sillonnait la campagne. Il filait plein nord, beaucoup plus près du sol que jamais auparavant. De toute évidence, certains de ces mécanismes étaient hors service car ils n'avançaient qu'à une vitesse d'environ 20 km/h et s'approchaient progressivement du sol. Il survola directement la place publique et lorsqu'il atteignit le nord de la ville, il percuta l'éolienne du juge Proctor et se brisa dans une terrible explosion, dispersant des débris sur plusieurs hectares, détruisant l'éolienne, le réservoir d'eau ainsi que le jardin du juge. Le pilote du vaisseau était supposé être le seul à bord et bien que son corps soit gravement endommagé, celui-ci prouve qu'il n'était pas un habitant de ce monde. Les documents retrouvés sur lui, manifestement les comptes rendus de ses voyages, sont écrits en hiéroglyphes inconnus et indéchiffrables. Le vaisseau était trop gravement endommagé pour que l'on puisse tirer des conclusions quant à sa construction ou sa propulsion. Il était construit dans un métal inconnu ressemblant à un mélange d'aluminium et d'argent et devait peser plusieurs tonnes. La ville grouille de monde, visitant l'épave et recueillant des spécimens de cet étrange métal dans les débris. Les funérailles du pilote auront lieu au cimetière d'Aurora demain midi. De nos jours, certains ufologues pensent que le crash d'Aurora pourrait avoir un fond de vérité, raison pour laquelle des chercheurs indépendants ont utilisé un radar à pénétration de sol pour tenter de localiser la tombe de cet être mystérieux dans le cimetière de la ville. Et surprise, ceux-ci ont pu effectivement localiser l'emplacement d'une sépulture souterraine de petite taille. Malheureusement, la municipalité d'Aurora refusa qu'on entreprenne des fouilles dans le cimetière. Le mystère reste donc entier.